les questions des internautes. Et nous sommes ravis d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour Rebecca. Bonjour Cyrielle. Alors on va commencer les questions tout d'abord avec Franck Marotte, avec Laurent. Laurent qui demande, est-ce que le contexte actuel de pénurie énergétique et de hausse de coût de l'électricité remet en cause le modèle de la voiture électrique ? Il peut le remettre conjoncturellement et partiellement. Je pense que sur le long terme, ça ne sera pas le cas. Et l'électrique à batterie continuera à répondre à une partie des besoins et de plus en plus massivement. Mais ça crédibilise aussi les possibilités alternatives comme l'hydrogène. Ouais, justement, sur l'hydrogène, on a Fabien qui demande, que pensez-vous de l'hydrogène pour les véhicules légers et les véhicules lourds ? Alors, il est probable que, pour des raisons réglementaires, mais également d'usage, l'hydrogène arrivera massivement plutôt dans la mobilité lourde, donc les poids lourds, les véhicules utilitaires, pour ensuite, dans un second temps, aussi pour des raisons économiques, de coût de l'hydrogène, dans un second temps sur les véhicules particuliers. Donc, schématiquement, à partir de 2025, c'est les poids lourds, les véhicules utilitaires, et plus proche de 2030, massivement pour les voitures particulières. On va approfondir le sujet avec Samir. Qui dit Toyota semble avoir justement une longueur d'avance sur l'hydrogène. On voit à quel point c'est dur de mettre en place l'infra pour l'électrique. En sera-t-il de même pour l'hydrogène? Et qui sont les partenaires en vue? Et il donne comme exemple Air Liquide. Alors, c'est une vraie question. C'est pour ça que Toyota a investi dans une société qui s'appelle iSetco et qui aujourd'hui est propriétaire de l'intégralité du parc de distribution d'hydrogène en Île-de-France, donc de stations d'hydrogène, avec Air Liquide comme actionnaire, avec Total Energy. Donc des sociétés, des énergéticiens qui s'inscrivent dans la transition vers la décarbonation. Et il faudra que ce type d'exemple se reproduise, pas seulement avec nous, il faudra qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent et surtout que les pouvoirs publics et que les énergéticiens beaucoup plus massivement investissent dans le champ de l'hydrogène. Très rapidement, Jean-Baptiste. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est à l'œuvre. Vous avez la banque de l'hydrogène qui se crée en Europe et à l'échelle de l'Union européenne. Et vous avez des acteurs français comme i24, qui est un fonds d'infrastructure, qui est une JV d'Ardian, d'Air Liquide, de Total, qui vient de lever 2 milliards d'euros pour déployer des bornes. Et c'est vrai que ce jeu-là, à l'électrique comme en hydrogène, c'est un jeu de la poule et l'œuf. Et on a bien vu que quand on avait une offre et pas de borne, ou l'inverse, on était déphasé sur le marché. Et là, en plus, on a un jeu à jouer en français et en européen, parce que sur l'hydrogène, dans toute la chaîne de valeur, on sait faire plein de choses. Absolument. On continue maintenant avec vous deux sur les questions sociales et on continue avec Marie-Hélène. Quelle solution proposeriez-vous aux personnes à mobilité réduite pour rentrer dans une voiture, par exemple, une rampe pour l'accessibilité? Commencez avec vous, Jean-Baptiste. Non, mais c'est évidemment, de toute façon, maintenant, le sujet des personnes à mobilité réduite est pleinement inclus dans le design des véhicules automobiles. Et il est évident que, par exemple, pour l'hydrogène, qui sont plutôt aujourd'hui taillés sur des distances longues ou dans des zones moins denses, on se couple souvent ces sujets d'accessibilité, de mobilité réduite avec des longues distances. Donc, dans l'approche qui est la nôtre, évidemment, ces sujets d'inclusion sont absolument majeurs. Sont pris en compte. Bien sûr. Toyota est partenaire des Jeux paralympiques mondialement depuis les Jeux de Tokyo. Et à Paris, en 2024, on a la ferme volonté de montrer tout notre savoir-faire, justement, pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans des véhicules utilitaires de transport de personnes, dans des transports collectifs, mais également dans les transports particuliers. Donc, Jean-Baptiste le disait très bien, c'est pleinement intégré dans le design de tous nos produits et ça va ne faire que progresser parce que malheureusement, encore trop de personnes sont exclues de la mobilité à cause d'un handicap quelconque. Et dernière question très rapide avec Erwan. Un pourcentage de personnes en situation que vous employez en situation de handicap ou en situation de précarité au sein de chez Toyota? Au sein de chez Toyota, alors on est à 15% de personnes avec des handicaps. La plupart sont non visibles et parfois non avoués. Mais c'est une réalité et globalement, on a une ferme volonté d'intégrer au maximum, pas seulement dans les activités commerciales, mais également dans les activités industrielles, toutes les personnes à handicap. Et très rapidement chez Opium, au niveau de votre... Je suis coupable, je ne connais pas les chiffres. On est 150, mais je reviendrai vers vous pour vous donner des chiffres et continuer la discussion. Une question, vous n'avez pas la réponse. C'est dur, hein, c'est dur. Je vais être dur avec moi. C'est terminé malheureusement dans cette émission. C'était très intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Merci infiniment Franck Marotte, Jean-Baptiste Djebari, Nicolas Imbert et Rebecca Blanc-Lelouch. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.